Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Depuis 2 ans et demi, j'aime valoriser les histoires personnelles et les émotions derrière les métiers culinaires. Tous les épisodes mettent en avant des conversations sincères autour de l'artisanat, du mieux manger, de la créativité et du terroir. Aujourd'hui, je suis ravie de célébrer cet art de vivre avec 4 invités bavards et passionnés. Jérôme Gourde, volailler sur les marchés d'Île-de-France, engagé dans la filière de la volaille française, très attaché aux valeurs de l'artisanat. Bonjour Jérôme. Bonjour. Marie-Lou Lisée, cofondatrice de Nomi, une entreprise spécialisée dans les épices créée en 2017. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Emmanuel Delmas, sommelier, consultant et formateur en vin, qui vous accompagnera pour passer d'amateur à expert au sein de son académie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Delphine Decker, fondatrice des Régalades, un service de traiteur dans le 20e arrondissement parisien. Bonjour Delphine. Bonjour Virginie. Alors, je vais commencer avec Jérôme. Quelle est ta routine quotidienne en tant que volailler ? Alors nous c'est simple, on fait les marchés. Donc le lundi, si on commence par le lundi, on fait toute la côté paperasserie et nettoyage de tous les bacs, les laboratoires, camions et autres. Le mardi c'est repos. C'est bien, il en faut. Ouais. Et donc après ça commence le mercredi, on passe à Rungis. Pour faire les achats complémentaires qu'on a besoin en plus de nos producteurs. On va au marché, on fait notre déballage, on fait notre journée au marché, on rentre à la maison. Après, donc là, on fait beaucoup de préparation sur le marché. Donc en semaine, les volumes sont plus petits, donc on les fait directement sur place. On rentre, après on reprépare pour le jeudi. On retourne au marché le jeudi. On vend, on prépare sur place. J'espère que tu vends. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est le but. Après, donc là, on attaque pour le week-end. Le vendredi, donc moi, je passe chez les éleveurs. Je fais les ramasses de mes poulets, de mes pintades, mes poules, mes coqs. J'aime bien avec le possessif. Mais ouais. Mes poules, mes coqs. Il y a de l'amour là-dedans. Je passe également à Rungis. Enfin, je commence par Rungis, je finis par les éleveurs. Pendant ce temps-là, mon épouse et ma fille sont au labo en train de faire toutes nos préparations de farcis, les panés, toutes les préparations qu'on propose aux clients, les commandes, tout ça. Et après, on attaque le samedi. Donc, on arrive au marché. À quelle heure vous arrivez ? On arrive à 5h30. Nous, on part à 4h moins le quart de la maison. Ok. Temps de monter les vitrines, faire les dernières préparations sur place. Après, on a un gros rush de 4 heures. On remballe, en faisant en même temps l'inventaire pour le dimanche, pour voir ce qu'il y a à repréparer pour le dimanche. On refait la route, on arrive à la maison. On prépare les chariots pour le dimanche. Toujours pas de repos, hein ? Ah non, là, après, non, le repos, c'est le mardi, le repos. Okay. Et on refait quelques préparations, parce on évite d'avoir de pertes. On ne peut pas se permettre. Donc, le samedi, quand on rentre, on fait les préparations, quelques paupiettes, quelques panés si besoin. Après, quand tu dis les panés, excuse-moi, je te coupe, c'est un peu style les cordons bleus, les aiguillettes. Quand tu dis pané, c'est pané, la panure. Tout à fait. Okay. On fait nos cordons bleus maison, alors toujours à base de poulet. Donc on fait chèvre chorizo, jambon cheddar. Ah oui. Oui, on en fait à la raclette. Oui, ici quand vous venez, ça donne faim. Il y a toujours des histoires de recettes. Voilà. Ouais, on change toutes les semaines, on change. Donc ça c'est pour le cordon bleu. On fait des aiguillettes panées, donc au panko, au cornflakes, où on fait une petite chapelure qu'on appelle toscane, dans laquelle on rajoute des graines de moutarde, quelques herbes, des choses comme ça. Ça c'est assez sympa. Ouais. Et on fait nos escalopes milanaises. C'est le gros produit phare. Donc ça, c'est pareil, on part sur une base de chapelure brune, dans laquelle on incorpore du parmesan râpé, du basilic déshydraté, et un petit peu d'ail en semoule. Sur des escalopes de dinde, qui sont toujours faits dans l'aiguillette, le porte-aiguillette, le morceau le plus moelleux du filet de dinde. Et ça, c'est un vrai carton, nous, sur les marchés. On a les clients qui les commandent pour être sûrs d'en avoir.
Donc ça, c'est pour notre gamme de panais. Après, en farci, on a toutes les paupiètes de dinde. Paupiètes de dinde nature, orleuf, forestière. On fait des ballotins de la cuisse fermière. Donc avec diverses farces, abricots, pistaches. Et ça, c'est toi qui fais tout? Oui. On fait nos farces nous-mêmes à base de dinde. On achète nos abricots moelleux, nos pistaches, nos figues moelleuses. Oui, on fait toutes nos farces. Donc on va faire des farces, on en a une quinzaine, je crois. Pas toutes vous les donner, mais oui, on fait toutes nos farces avec nos produits qu'on choisit. Comme à Noël, on fait toutes nos farces. Notre farce de Noël, c'est le foie gras, figues, raisins, pain d'épices. C'est une farce qui cartonne à Noël. Vous mettez ça dans un petit rôti de chapon, c'est une pure dinguerie. Et on fait toutes nos farces, on fait nos tomates farcies, on fait beaucoup de préparation. Donc ça prend beaucoup de temps. Parce que un rôti, mais on se doute bien que ça prend du temps. Un rôti de poulet farci, il faut avoir le poulet, il faut désosser le poulet. Voilà, bien répartir les masses, on fait nos farces, on roule, on ficelle, on décore. Parce qu'on ne se voit pas mettre juste un rôti comme ça dans la vitrine, donc c'est décoré avec les produits qu'il y a dans la farce. Et voilà, on fait toute une gamme comme ça. On fait du rôti de canard aux olives. Donc là, on est samedi. Donc ça, c'est samedi. Le gros des préparations sont faites le vendredi pour le week-end. Parce que tu termines, on était à samedi pour la routine. Voilà. Donc le marché. Donc on revient, on refait les quelques farcis qu'il y a à faire, et après on refait le dimanche. Et là, le dimanche, on a une partie de rôtisserie. Parce qu'on a 18 mètres le samedi en vitrine pure volaille, et le dimanche, on a 30 mètres. 20 mètres de cru, 10 mètres de cuit. Donc là, le poulet rôti du dimanche. C'est ça, avec le Texas Walker et tout. Voilà. Avec les petites pommes de terre sautées dans la graisse. Voilà, c'est ça. Les petites potatoes, on fait nos légumes, donc on a nos légumes. On est sur les marchés, donc on a la chance d'avoir des primeurs. Ah bah oui. Donc poivrons, tomates, oignons. On fait nos petits légumes qu'on fait cuire le dimanche matin. Oui, on fait tout ça. On fait cuire aussi des paupiettes pour qu'il y ait une grande diversité de produits. Il est 10h15. J'ai déjà hyper faim. Bon, merci Jérôme. Voilà. Merci. Et puis, vous voyez pas parce qu'on est en audio, mais alors les yeux qui pétillent de passion, je pense que tout le monde peut le confirmer. Merci beaucoup Jérôme. Alors on parle d'assaisonnement, d'épices. J'ai envie d'aller voir Marie-Lou. Alors Marie-Lou, en 2010, toi tu as lancé le blog culinaire gratiné.fr. Alors, un petit peu plus tard, mais quasi, ouais. Et du coup, c'était quoi ton ambition, ta vision, ton envie? J'ai créé Gratiné avec mon associé, qui est mon mari. On avait déjà le projet d'Onomi qui était en train de se construire. Et en parallèle, vu que pour nous, parler des épices, c'était parler de la cuisine, on avait envie, en fait, déjà de tester des recettes, de voir un petit peu si ça prenait côté digital. Et c'était pour nous une bonne accroche pour lancer Nomi. Donc, on l'a vraiment fait avec l'idée en tête de proposer des épices, des recettes du quotidien, d'y ajouter des épices et de se dire, en fait, ça peut peut-être devenir une tendance. Enfin, c'est vrai que quand on s'est lancé, les épices, ça commençait à redevenir tendance d'une certaine manière, mais avec une nouvelle lecture. Et on avait vraiment envie d'être porte-parole à ce moment-là. Donc, pour nous, Gratiné, c'était vraiment un premier vecteur de communication pour lancer Nomi. Et pourquoi Nomi? Pourquoi ce nom? Nomi, c'est un suffixe qu'on trouve dans économie, agronomie, qui veut dire l'art de la mesure, enfin une des traductions. Donc on trouvait que c'était chouette de parler de la mesure, du dosage, et c'est aussi une Nomi de gastronomie. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ok, très bien. Quelles sont les épices phares, en fait, qui marchent bien? C'est que vous n'avez pas de comptoir physique? Non, on a un atelier, on a une boutique en ligne et après on est revendu dans un réseau de revendeurs de près 500 points de vente et on travaille aussi beaucoup avec les chefs, les artisanes, les artisans sur toute la France et un peu en Europe. Alors pour l'anecdote, moi j'ai reçu Jérôme Courtois-Suffy de Confidence de Papy. Oui. Je suis allée à son comptoir manger chez lui peu de temps après et en fait il y avait tes épices. Et donc il m'en a parlé et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ah, trop bien. Bon, pour la petite histoire, vous verrez qu'il y a pas mal on travaille avec beaucoup de chefs, donc c'est vrai que maintenant souvent... C'est pas grave. Le micro, il n'y a aucun souci. Le micro nous abandonne. Oui, on nous dit souvent, vous êtes partout, mais nous, en fait, on veut travailler. Moi, j'aimerais travailler avec tous les chefs, tous les artisans, métiers de bouche qui m'inspirent. Et vu qu'il y en a énormément, j'essaie de travailler avec tout le monde.
Voilà, dans un esprit de réflexion, d'accompagnement. Et, donc voilà, donc pas de point de vente physique, mais pas digital. Envie du tout. On l'a eu au tout début. Au tout début, on a commencé avec une petite boutique rue Davy dans le 17e, qui faisait aussi atelier, bureau. Ça faisait 35 mètres carrés et très vite, c'est devenu beaucoup trop petit. C'était très compliqué. Alors, c'était très agréable parce que des gens venaient d'un peu partout en France pour nous rencontrer. Mais c'était plus pour parler, pour échanger et pas forcément c'était pour nous acheter 1 ou 2 épices, mais c'était pas rentable du tout. Et on était une toute petite équipe. Moi, j'étais la seule commerciale, donc je faisais commerçante et commerciale et les deux sont très difficiles à gérer en même temps. Je connais. Donc, et c'est vrai que le Covid est arrivé. On a lancé le click and collect et à partir de là, on s'est dit, moi j'étais enceinte à ce moment-là, et on s'est dit si on veut vraiment tenir la cadence et ne plus travailler 7 jours sur 7, ce qui était le cas pendant les 3-4 premières années de Nomi, il faut vraiment qu'on trouve un autre équilibre. Donc on a arrêté la partie boutique. Et d'avoir une boutique, c'est un métier, c'est aussi une équipe dédiée. Et voilà, pour l'instant, nous, notre confort, c'est de ne pas avoir de boutique en fait. Bien sûr, je comprends totalement. Merci beaucoup, Marie-Lou. Emmanuel, toi, tu as travaillé pendant 15 ans dans de prestigieux établissements. Comment ces expériences ont-elles nourri ta philosophie du vin ? Ah, bonne question. Oui, c'est vrai que quand on est sommelier, alors c'est en 95 que j'ai commencé en fait. Et à l'époque, il n'y avait que des sommeliers dans les grands restaurants en fait. 1 étoilé, 2 étoiles, 3 étoiles. Et en fait, il n'y avait pas comme aujourd'hui des sommeliers dans les bars à vin ou dans des lieux plus ouverts en fait pour tout le monde. Et en fait, j'ai pas eu trop de choix. Hein. J'ai dû m'immiscer dans cet univers-là. Et en fait, j'étais pas du tout à l'aise, quoi. J'étais très timide, j'ai eu aucune confiance en moi. Je pesais 20 kilos de moins. Enfin, j'étais vraiment pas. Non, franchement. Et dans ma famille, personne connaissait le vin, donc j'étais vraiment une tare, quoi. Ils sont dans le médical. Non, mais c'est vrai. Moi, par accident, je suis arrivé en 3e. Après la 3e, il fallait faire un choix. Soit c'était garagiste, alors je sais rien faire de mes mains, ou être cuisinier, parce que mon père avait un pote qui était restaurateur à Saint-Lazare. J'ai fait un stage 2 semaines là-bas. Je dis, ok, je vais faire ça, cuisinier. J'ai mon CAP BP de cuisine, et puis je dis papa, non, je ne ferai pas ce métier-là, parce que c'était vraiment dur. J'ai pris cher en stage, et puis je dis, je vais être sommelier. Parce que j'ai rencontré un sommelier dans un restaurant. Il y a eu un petit déclic. Un vrai déclic. Et j'ai dit, waouh. Et du jour au lendemain, j'ai pris des bouquins. Je lisais 3 heures, 4 heures par nuit, en fait. Ah, je buvais 3 heures par jour. Non, je buvais pas encore vraiment, quoi, cette période-là. Et effectivement, j'ai beaucoup lu. Et j'ai fait mes diplômes et j'étais apprenti. Et en fait, c'est difficile de s'immiscer dans cet univers-là. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. J'ai mis beaucoup de temps. C'est bien ça, de parler d'humilité dans ce milieu. On aime. Ouais, alors c'est vrai qu'il faut l'être. Et puis parfois, il faut aussi être un peu sûr de soi quand même, parce que c'est important de s'imposer, mais c'était pas simple. Et puis en fait, ma philosophie, je pense que si on allait voir les vignerons, ça a commencé en 2005 pour moi où tout a changé. Mais ma première expérience assez folle, c'est que comme je bossais beaucoup, j'ai fait un concours, en fait, c'était le concours Chapoutier de meilleur étudiant en sommelier de France. Et en fait, c'est les 3 ans qui avaient été créés. Moi, j'étais apprenti, donc en fait, j'étais toute la semaine au restaurant. C'était l'hôtel Vernier à Paris. C'est très dur parce que c'est l'année où on avait pris la 2e étoile Michelin. Moi, j'y suis pour rien, mais... un peu quand même. J'ai subi, en fait. C'est l'expérience, le service. Ouais, mais c'était dur. Hein. La pression, tout ça, je prenais cher. 95, n'oubliez pas, hein, décembre 95. Donc... à pied, en coupure, donc 2 allers-retours ici au Minot, Champs-Élysées, à pied, 14 heures par jour. On pleurait pas, quoi, hein, on y allait. Et en fait, ce concours-là, j'avais fini 4e. Et j'ai les sommeliers qui étaient à l'époque qui venaient voir, mais change rien. Et c'est ça qui est top, parce que je faisais des accords un peu atypiques, je parlais des vins étrangers, j'étais à fou dans ma passion, quoi, sans calcul. J'ai raté plein de choses, mais pas ça. Sans tricher. Sans tricher. Et c'est ça que les gens aiment, en fait. Ouais, je pense, de plus en plus. Merci, Emmanuel. Delphine, après 20 ans de carrière dans le secteur pharmaceutique, tu décides de suivre cette belle passion pour la cuisine. Peux-tu nous raconter les étapes de ta reconversion ? Oui, en fait, c'est une histoire d'amitié. Parce que j'ai organisé au moment d'un confinement un 31 décembre avec des amis. Oups, il fallait pas le faire. Les fameuses soirées secrètes. Exactement. Et au cours de ce 31, en fait, mon ami me dit, Delphine, à chaque fois qu'on vient chez toi, on se régale. Moi, tu sais que la cuisine, c'est pas trop mon truc. Est-ce que ça t'ennuie de tout organiser et puis derrière, on partage les frais ?
Ah bah non, moi je m'éclate. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été une succession de kiffs. Les kiffs à prendre mes magazines de cuisine pour regarder les recettes de manière à faire plaisir à tout le monde. Les kiffs à aller faire les courses et les petites choses un peu spécifiques dans les boutiques particulières. Le kiff, évidemment, derrière mon fourneau, parce que c'est quand même le cœur de mon activité. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait aussi, j'avais une certaine créativité parce que je voyais bien les chutes que je créais en préparant. Et en fait, j'ai pas eu de chute parce que j'ai créé d'autres choses avec ça, en surprenant mes amis. Et puis, évidemment, l'ultime kiff, ça a été mais on se régale. Voilà, du coup, 31 décembre, 4 janvier, je dis à mon conjoint, il faut que je te parle. Ouh là là. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que l'idée m'est venue pendant une nuit, mais de façon hyper claire. Je souhaite devenir traiteur. Je n'avais pas cette idée floue de dire « Oh, je vais me lancer dans la restauration, puis je vais affiner ». Non, je veux devenir traiteur. Et puis, il y a des confinements qui se sont succédés. Donc, j'ai testé mon concept auprès de certains voisins, puisque j'ai la chance d'avoir une quinzaine de voisins qui sont en télétravail pendant les confinements. Mais qui avaient besoin de manger. Oui, et puis qui me permettait aussi de me légitimer, dans le sens où c'est bien d'avoir des compliments des amis, c'est bien d'avoir des compliments de la famille, mais quid des gens qui ne connaissent pas ta cuisine. Et qui vont te payer pour ça. Et qui vont me payer pour ça, exactement. Et ça se passe bien, et puis là je me dis, c'est super, maintenant il faut peut-être trouver un local et visiter 2 locaux. Et je suis installée actuellement rue du Capitaine Ferber dans le 20e. Très bien. Et quel est ton type de cuisine ? Cuisine franco-méditerranéenne, parce que je suis une bonne Française à bien aimer les petits plats français. Mais je flirte avec l'Italie, l'Espagne, ça m'arrive de faire du couscous. Le credo que j'ai, c'est cuisine évidemment faite maison, de saison, gourmande et équilibrée. Très bien. Merci Delphine, tout est très clair. Jérôme. Oui. Alors moi, je t'ai vu sur les réseaux avec un joli costume. Oui. Un peu coloré. Tu as été récemment intronisé dans la confrérie des Poulardiers. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Alors, oui. Alors, avant d'arriver à la confrérie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2022, j'ai été primé par les volailles françaises via à la demande des mandataires de Rungis. De par mon investissement, oui, et surtout de par ma volonté, comme il disait, ça le caractère à vouloir que du français, certains produits et tout ça. Il disait, mais t'es hallucinant. Donc, ils ont tout fait pour que je sois donc primé par les volailles françaises. Et en avril 2024, j'étais en vacances à l'île Maurice, tranquille. Mon téléphone sonne, et là, c'était Gino Catena. Donc Gino Catena, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur au chapeau à Rungis qui passe tout le temps à la télé, voilà, le roi de la volaille de Rungis, qui m'appelle, que je connaissais déjà, et qui me dit « Jérôme, on a besoin de quelqu'un pour faire les présentations de volailles françaises pour la mairie de Paris et l'Élysée. » Je fais « Ok ». Il me dit « On veut que ce soit toi ». Je dis ok. On hallucine un peu quand on entend ça. Oui, surtout que je suis en vacances, tranquille. Il me dit bon, demain matin, tu passes me voir. Hein. J'ai dit Gino, je suis à l'île Maurice. Il dit tu rentres quand ? Dans 10 jours. Dans 10 jours, tu viens me voir. Ok. Là, je regarde ma femme me regarde, me dit, elle me voyait dévisager. Elle me dit qu'est-ce qui se passe ? Je raccroche. Elle me dit c'est quoi ton truc de l'Élysée ? Et là, effectivement, on s'est retrouvé avec mon épouse à faire les préparations de corbeille pour la mairie de Paris et l'Élysée. Le syndicat des volaillers grossistes à l'usine, tout le monde était très content de l'investissement et de ce qu'on a fait. Et de là est parti plein de choses. Je me suis retrouvé en réunion avec plein de gens. Et ils ont absolument voulu... l'histoire, pour revenir à la Bresse, c'est que dedans, on a préparé des volailles de Bresse. On présentait les volailles de Bresse, bien évidemment. Il en restait quelques-unes, ils nous les ont données. On ne voyait pas ce qu'on allait en faire avec ma femme, on a fait des préparations. Donc des rôtis de poularde, au mori, voilà, toujours des préparations, et on les a redonnées. Ils les ont goûtés, ils ont dit c'est hallucinant, personne ne nous a jamais fait ça. Et de là est parti le truc, et 15 jours avant, Gino me dit faut que tu viennes le jeudi 19, tu vas être intronisé au Poulardier de Bresse. Et là, effectivement, super truc, même émouvant, même quand j'en reparle, ça me remet le frisson. Oui, c'est normal, tu peux être fier de toi. Parce qu'on se retrouve avec le grand conseil de la confrérie des Poulardiers, et du coup, ils m'ont même passé de chevalier à commandeur.
Et du coup, voilà, je me retrouve maintenant à vendre de la volaille de Bresse, que je ne faisais pas avant, à faire des préparations. Et c'est un truc qui est quand même... c'est une confrérie, mais c'est des gens super sympas, super investis. J'ai pu discuter avec des éleveurs, des grands malades. Je leur dis, vous êtes des grands malades. Ils me disent, mais toi aussi, t'es un grand malade. Donc, on s'entend super bien. Parce que la volaille de Bresse, c'est le fleuron français, la seule volaille AOP au monde, et AOC. Et je comprends mieux pourquoi, parce que c'est vrai que c'est une volaille que je connaissais pas plus que ça. Et voilà, je me retrouve investi dans la confrérie des poulardiers. Là, je vais être avec eux au salon de l'agriculture qui arrive. Il y a les Glorieuses dans la volaille de Bresse. C'est quoi les Glorieuses? Alors, les Glorieuses, c'est tous les ans... Fais-nous un peu de pédagogie, s'il te plaît, Jérôme. Tous les ans, vous devez voir à la télé les chapons roulés, les poulardes. Donc, c'est des concours. Donc, pour 1 pièce, 3 pièces, 5 pièces. Et tous les éleveurs présentent leur volaille. Okay. Et donc, il y a des juges qui sont là pour estimer quelle est la plus belle volaille. Donc, il faut savoir que quand vous voyez une poularde ou un chapon de Bresse avec le torchon autour, c'est pas un côté esthétique. Ça s'est mis à chaud et c'est tellement serré que ça fait que le gras rentre dans la bête et fait une viande très persillée. D'où le côté moelleux de la volaille de Bresse. Voilà. Tout ce travail-là, parce que faut savoir que c'est cousu à la main. Quand je vous dis que c'est des grands malades, les éleveurs de la Bresse, moi, ils me font halluciner. Et donc, voilà, il y a le concours qui est fait. Et celui qui gagne, du coup, donc, c'est pour eux un grand honneur de gagner les concours et mettre en avant leur volaille. Voilà. C'est la confrérie Spa, et là, ils ont lié d'amitié avec le vin jaune. Faut savoir que les recettes qui sont bien connues, c'est la poularde au vin jaune, donc le vin du Jura. Parce que Gérard Blanc est le président du CIVB, du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. Donc, après, mis plein de recettes en place. La Bresse, c'est vraiment un truc qui est super large, quoi. Que moi, je connaissais pas, et ça va vraiment sur plein de choses. Ils font énormément de représentations, parce que la confrérie, c'est des gens qui sont pas rémunérés, c'est des gens vraiment passionnés, et qui se déplacent dans toute la France pour mettre en avant la volaille de Bresse. Il faut savoir, il y a 4000 intronisés dans le monde. D'accord ? La confrérie, elle existe depuis 1957. Ouais, c'est ça, 1957. Et lors d'aujourd'hui, dans la confrérie, vous avez beaucoup d'hommes politiques, des sportifs, tous les grands chefs étoilés qui sont intronisés au poulardier de Bresse. Vous avez des gens lambda, parce qu'on peut faire la demande, une demande par rapport à l'investissement quand on aime la cuisine, tout ça. Donc on passe, il y a plusieurs grades, il y a chevalier, après on passe commandeur et connotable. D'accord. Voilà. Et donc, c'est par rapport à l'investissement qu'on a dans la volaille de Bresse, dans la cuisine, la tradition. Donc, non, on est la confrérie des volaillers de Bresse. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a beaucoup ému quand ils m'ont remis, parce qu'en plus, c'est tout un protocole. Oui. Ça, effectivement, ils ont les tenues à l'ancienne. Ouais, c'est limite intimidant de se retrouver là, comme ça. Oui, mais c'est un super souvenir. Ah ouais. C'était quand ça, du coup ? Ça, c'était le 19 novembre, je crois, ouais. Tu ne te souviens plus de cette date clé ? Non, c'est 19 novembre, jeudi 19 novembre. Puis une grande réunion à Rungis. C'était le jeudi du Beaujolais. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Voilà, c'était le jeudi du Beaujolais. Parce qu'à Rungis, le jeudi du Beaujolais, il y a toutes les confréries qui sont là. C'est la grande fête à Rungis. Ça mange et ça picole, quoi. Voilà. C'est ça, voilà. La bonne vie. La bonne vie. Bon, merci beaucoup, Jérôme. Marie-Lou, alors, moi, j'ai vu que, alors, pareil, une reconversion. Toi, tu étais dans la communication. Ouais. Comment s'est enclenché le virage ? De manière assez simple. En fait, moi, j'ai rencontré mon mari en 2010. On a toujours été passionnés de cuisine. Je pense que ça a été le moteur de notre histoire. Et en 2010, je trouve qu'il y a eu il y a eu un renouveau de la cuisine, selon moi, un renouveau d'une cuisine plus actuelle. Sur le vin, il se passait aussi des choses qui étaient assez intéressantes et ça nous a beaucoup plu. On a eu envie d'y mettre un petit peu notre pierre à l'édifice. Et en parallèle, ma mère, elle a commercialisé des épices pendant une 15aine d'années sur le marché de Suresnes, donc à peu près les mêmes horaires que toi, tout ça. Et moi, je travaillais avec elle sur les périodes un petit peu de rush, voilà. Tu travailles avec ta fille, j'ai travaillé avec ma mère. Voilà. C'est beau. Et ça me parle bien. Donc on a fait ça. Et quand elle a pris sa retraite, on s'est dit avec Charles, on a cherché plein d'idées de qu'est-ce qu'on pouvait faire nous de notre vie ensemble. On voulait absolument travailler ensemble et dans l'univers de la cuisine, mais on n'était pas encore vraiment décidés. Et en fait,
de manière assez naturelle, les épices étaient déjà dans notre cuisine, dans notre vie. Donc, quand elle a pris sa retraite, on s'est dit que c'est dommage de laisser partir ça. En revanche, on voulait le faire avec nous, notre passion, notre vision des épices. On voulait, en tout cas, le constat qu'on se faisait à l'époque, c'est que des porteurs de messages comme nous, il n'y en avait pas. Donc, de moderniser un petit peu l'usage des épices, de le simplifier. Moi, je voyais sur le marché, ma mère me disait, enfin, les clients de ma mère, c'était toujours la même chose, c'est j'aime les épices, mais je ne sais pas comment les cuisiner, je ne sais pas comment les doser. Il y avait toujours ça qui ressortait. Il y avait aussi toujours, j'ai des pots de cumin qui traînent dans mon placard. À chaque fois, je dois faire une nouvelle recette. J'en rachète un au supermarché et ça traîne et je ne sais pas quoi en faire. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de ça. Moi, j'ai fait de la communication, mais j'ai eu d'autres vies avant. J'ai travaillé, j'ai été commerciale aussi dans un groupe de presse. J'ai organisé des soirées plus jeunes. J'ai même été DJ. Donc, j'ai changé de vie. C'était vraiment pas un souci pour moi. Mon mari, lui, il a été chercheur en physique et après, dans un groupe d'ingénierie, il était à la tête de l'innovation. Et donc, lui avait envie d'innover pour lui, pour nous, et moi j'avais envie de travailler pour nous, donc sur un nouveau projet. Donc c'est venu assez naturellement. On a mis pas mal de temps à construire ce projet, donc notamment avec le blog, avec aussi tout le travail de sourcing, parce qu'on avait quelques pistes par ma mère, mais c'était une petite structure, donc on devait un peu tout reprendre à zéro. Et donc il y a eu 2 ans de préparation, on va dire, avant de se lancer. Bravo. Merci. Merci Marie-Lou. Du coup, Emmanuel, alors toi, tu as créé aussi un blog. Oui. Le blog du sommelier. Oui. En 2005, Oui. si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui t'a motivé et quel était le contenu ? Il n'y a eu aucune préparation, ça s'est fait comme ça, quoi. Non, c'est vrai. Je travaillais, j'étais au Fouquet's à l'époque. Je m'ennuyais un peu. Ça faisait 10 ans que j'étais sommelier. Tu t'ennuyais au Fouquet's ? Ouais. C'est possible, donc. Ouais, Ah oui, bien sûr. complètement. Non, peut-être 10 ans dans les grandes maisons, c'est bien, mais je voulais aller plus loin, en fait. Je voulais faire les achats, m'occuper des vins, des groupes barrières. En fait, ça m'était refusé. Et je dis, OK, pas de problème. Et c'est là que je me suis mis en portage salarial. Ce que vous refusez que je fasse, je le ferai pour d'autres. Voilà. Donc, en fait, je l'ai fait pour d'autres clients. Et j'ai ouvert le blog par hasard, en fait, suite à une rupture amoureuse. Et en fait, c'était un peu mon échappatoire. Et j'écrivais 3 articles par semaine, donc la nuit, en fait, quand j'entrais du boulot. Et en fait, c'était dingue, ça a pris une dimension folle parce que les premiers écrits, en fait, sur Internet, sur les accords mets et vins, en fait, c'était moi qui les avais écrits parce qu'il n'y avait rien avant, en fait. Et c'était génial. Mais moi, ça me prenait du temps, mais je ne me rendais pas compte. C'est la passion qui faisait que j'y allais à fond. Et ça m'a permis aussi de revenir à la source, d'aller voir les vignerons. Moi, je passais 40 jours par an voir les vignerons, sur mes congés, Et ça a tout changé parce que souvent, quand on est sommelier, on est dans une tour d'ivoire, en fait. Les grands restaurants, les vins très chers, tout ça. Et on oublie que le vin, ça se fait à la vigne. Parce que la plupart des sommeliers sont déconnectés du monde de la viticulture. Ah oui, à l'époque, j'en voyais très peu dans les vignobles. Après, moi, j'avais travaillé à la Tour d'Argent notamment, mais à la Tour d'Argent, c'était exceptionnel. C'est que une fois par mois ou régulièrement, avec le chef sommelier, on était à 4 ou 5 sommeliers. On était 15 à l'époque à la Tour d'Argent sommelier. Et on était 5 ou 6 et on partait 1 fois, 2 fois par mois, le lundi, avec le chef sommelier, voir les vignerons. Donc c'est assez rare, en fait, que l'employeur envoie en fait les sommeliers voir les vignerons. Ce qui est dingue en soi. Ce qui est assez fou, mais c'est vrai que comme on fait beaucoup d'horaires aussi, travailler en coupure, c'est un peu difficile. Et moi, ça m'a fait réaliser que, allons voir les vignerons, allons voir la terre, mettons les pieds dans la boue, en fait, dans la boue, dans les vignes, et ça change tout parce qu'on voit les anciens aussi qui dégustent le vin un peu différemment et c'est top, quoi. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et c'est là que j'ai dit, je ferai le sommelier, mais différemment, en fait, plus tard. Parce que la restauration, c'est fatigant. Et la passion, en fait, il faut la nourrir, quoi. Et dans un restaurant, c'est pas toujours facile de la nourrir. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne me souviens même plus la question. C'était le blog. C'est ça. Le contenu du blog. Par exemple, les pages. Tu mettais quoi dans ce blog ? Les accords mets et vins, j'en faisais beaucoup. J'ai fait beaucoup d'articles. En fait, il y a 1500 pages, 1500 articles sur le blog aujourd'hui. Wow. Donc inspiré. Ouais. Accords mets et vins, les vins que j'ai dégustés, comment déguster le vin. Comme j'étais formateur en plus le week-end, je partageais un peu tout ça. Donc j'allais voir les vignerons. C'était fou parce que je faisais des vidéos moi, avec mon ordinateur portable, avec des vignerons qui n'étaient pas forcément connus à l'époque. C'était vraiment à l'arrache, quoi. C'était génial, mais c'était du boulot en fait. Donc je suis même parti en Australie 1 semaine pour voir 17 domaines. Enfin,
C'était génial. Et je me suis dit, mais je suis fou de faire ça parce que ça ne m'apporte rien, entre guillemets. Et en fait, ça avait une visibilité, mais je ne l'ai pas calculé. Non, mais déjà, ça t'apportait personnellement. Bien sûr. Donc ça t'apportait quelque chose. Bien sûr, mais pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. Puis en fait, les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi? À l'heure aujourd'hui où en fait... Oh, les questions qu'on a tous entendues. Hein. mais c'est clair. Et moi, ça fait 20 ans qu'il est là. Et en fait, aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens lancent veulent se faire voir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, partout, droite à gauche. Et ils calculent tout. Mais en fait, ne calculent pas. Donne et après si tu reçois encore plus. Bah ouais, si t'es bon, si c'est sincère la démarche, et je crois que cette sincérité elle est importante. C'est des choses qui manquent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, hein, c'est vrai. Cette sincérité, donner, puis vous n'attendez rien, puis ça donc tombe. alors nous on va aller voir donc le blog du sommelier. C'est ça. C'est donc il existe toujours. Ah oui. Alors, et tu le nourris encore? Un peu moins, mais c'est vrai que en fait ça s'appelle www.sommelier vin au pluriel.com. C'est pas très marketing, c'est pas génial, mais en fait à l'époque il fallait mettre 2 mots-clés, sommelier et puis vin pour le référencement. Oui. Et ce blog-là, il y avait quand même plus d'1 million de lecteurs par an. Enfin, c'était assez monstrueux, mais il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde a pompé un peu les articles. Et en fait, c'est vraiment dilué. Maintenant, il est vraiment un peu à l'abandon. Et il faut l'accepter, quoi. C'est comme ça. Et puis voilà, mais je suis content. Il a fait partie de 20 ans de ma vie, quand même, ce blog. Il est encore là, mais... on ira le voir. Sous une autre forme. On ira le voir. Merci beaucoup, Emmanuel. Delphine, alors, quels sont les fournisseurs avec lesquels tu travailles et qui partagent tes valeurs? Est-ce que tu arrives à faire du sourcing local? Je fais du local parce que je suis en partenariat avec un maraîcher qui est sur le marché du quartier. J'y m'y approvisionne le mercredi et le samedi. Oui, ils ont les mêmes valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai discuté avec eux, avec des produits de saison, des beaux produits, mais pas forcément calibrés aussi. C'est-à-dire que ils vont pas me vendre des tomates au mois de décembre. Et puis, si les carottes sont pas toutes de la même longueur et de la même grosseur, c'est pas très grave. Ah non, c'est pas grave. Hein, on en fait quand même des bonnes choses. Mais bien sûr. Voilà. Je travaille aussi avec le fromager qui est sur la place, qui, lui, se source dans les différentes régions de France. Et en termes de boucherie, il y a le boucher aussi de la place, mais j'aime beaucoup aussi le petit boucher du supermarché de là où vivent mes parents, parce que il est à l'écoute. Il va te chercher la viande en arrière-boutique pour que tu aies les bons morceaux. Comme c'est en banlieue, c'est souvent beaucoup moins cher. Donc, j'arrive à faire des super plats pour mes clients avec de la très bonne qualité à des tarifs quand même intéressants. Donc, tu fais des plats, essentiellement des plats à partager, c'est ça? Plats à partager, plateau repas pour les entreprises quand ils ont un déjeuner d'affaires, par exemple, et buffet avec des petites bouchées salées et des mignardises sucrées. Ok, pour combien de personnes le plus que tu aies fait? Alors, les plateaux repas, entre 40 et 50 plateaux repas. Et le buffet, le max que j'ai fait, 150 personnes. Ok, tu es toute seule? Toute seule. Il y a un sacré rétro-planning. Et je n'ai que 2 bras et 2 mains. Je te confirme, il n'y en a pas qui sont poussés dans le dos. Hein. Merci Delphine. Jérôme, alors, toi, tu es très très actif sur les réseaux sociaux. On essaye. C'est toi qui fais? Alors j'ai commencé, oui. Maintenant j'ai ma fille. D'accord, tu fais bien. Tu publies très régulièrement des tutoriels sur la préparation et la découpe. Tout à fait. Donc la transmission, pourquoi c'est si important pour toi? Alors déjà parce que j'aime mon métier, des fois j'ai un peu ça mal. Ça se sent pas du tout en fait. Je me dis que tout le monde devrait être passionné par ça. À la base c'est ça, c'était vraiment pour faire découvrir ce qu'on faisait à nos clients, à tout le monde. Et maintenant comme tu parles de transmission, on a des métiers qui sont en perdition en fait. Les gens veulent plus le faire, les jeunes s'y désintéressent un petit peu. Et donc voilà, moi je veux vraiment donner ce côté passion aux gens pour leur donner envie de faire notre métier. Et ça fonctionne parce que j'ai eu des discussions avec des gens qui cherchent à faire des reconversions, qui étaient dans le tertiaire par exemple, et qui me disent « Ah mais ton métier il a du sens, on a vu tes vidéos, c'est super intéressant ». Et en discutant avec ces gens-là, voilà, c'est des gens qui ont envie de faire des reconversions. D'où le fait que le CAP de volailler n'existe pas. C'est bouché. Il existe un CQP à l'ENSMV, à l'École nationale de métiers de la viande. Il y a beaucoup trop de sigles. CQP à l'ENSMV. Donc le CQP, certificat de qualification professionnelle. Merci. Voilà. Et ENSMV, c'est l'École nationale supérieure des métiers de la viande, qui est à Paris.
Okay. Et donc là, on est en train de travailler pour l'étoffer. D'accord ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est 70 heures. C'est principalement des cuisiniers ou des bouchers qui font des spécialisations de volaille. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire, pas un CAP, parce que c'est très compliqué à mettre en place, mais un vrai diplôme. Où, du coup, on partirait vraiment de l'élevage, l'abattage, parce que toutes ces parties-là sont très, très importantes pour avoir une volaille de qualité. Et après, toutes les préparations qu'on peut en faire. Effectivement, la transmission, si des gens comme moi, comme nous, donnons pas ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, ça meurt. Voilà, tout simplement. Il faut redonner non seulement envie de travailler, mais la passion du métier. L'envie de travailler, on en parlait en off tout à l'heure. Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont durs, hein, on fait des heures, mais quand on a la passion, on les voit plus les heures. Et on est content de fabriquer quelque chose, de faire plaisir aux clients. Oui, bien sûr. Le simple fait de faire plaisir aux clients. Et la grande satisfaction, c'est quand le client reçoit du monde, il dit « Ah, Jérôme, on en arrive, des fois les clients m'envoient un texto, « Jérôme, on est 12 samedi soir, fais-nous un truc. Ouais, mais tu veux quoi ? Oh, fais ce que tu veux. Bon, voilà. Tu fais le produit, et le dimanche, les gens, ils t'envoient un texto, ils repassent la semaine d'après. « Oh, on s'est éclaté, super, merci. » Et moi, à partir de là, je suis content. J'ai fait mon job et c'est tout ça qui fait que, à un moment donné, si on transmet pas ces choses-là, parce qu'il faut pas que souvent les jeunes disent « Oh, ça fait beaucoup de travail. » Ouais, mais derrière, il y a toute cette satisfaction. Attends, parce qu'Emmanuel, il rigolait. Parce que... oui, non. On qu'il y a du vécu. Ça fait beaucoup de travail. Oui, mais dans la vie, il faut travailler, il faut bosser. Et pour ça, il faut trouver un métier passion. Et moi, je donne des séminaires pour des jeunes élèves, en fait, dans une école de marketing de luxe. Ils sont agiles sur plein de sujets. Mais c'est vrai, quand je leur dis que moi, j'habite à Vanves et que l'école est à Javel, donc je peux prendre le bus et puis le RER de station. Moi, j'en ai pour 3 quarts d'heure. Je préfère marcher 1 heure, en fait, même pas. Et là, ils disent « Mais comment vous faites ? C'est incroyable, c'est pas possible !» Enfin, c'est assez fou. Et ils se disent, en fait, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez aujourd'hui d'être jeune. Parce que si vous pouvez, vous apprenez un métier qui est le marketing dans le luxe, mais moi, chez vous, tout de suite, vous montez votre boîte avec une micro-entreprise, vous vendez un produit, n'importe lequel, vous créez une problématique, vous trouvez la réponse, la solution, et vous la vendez en ligne. Et vous faites de l'argent assez facilement si vous êtes intelligent. Et vous avez la chance d'être formé en plus dans un sujet qui est fondamental. Et je trouve ça désolant, en fait, de me dire, mais allez-y, foncez. Et puis la passion, si on n'est pas passionné par son métier, effectivement, on n'est que 20% à être passionné, je pense, dans tous les corps de métier en moyenne. Même pas 20%. Tu vois ? Les chirurgiens, c'est pareil. Donc, moi, j'ai dû me faire opérer pour les mâchoires, tout ça. J'ai un chirurgien exceptionnel, mais il va beaucoup plus loin que les autres. Et le résultat est parfait. Mais il faut chercher justement les bons passionnés. Je pense que c'est un sujet qui est central dans les métiers manuels. Vous voulez gagner votre vie, mais soyez passionné. Et il y a des métiers, ça peut être boucher, charcutier, mais il y a un boucher charcutier qui a fermé rideau en bas de chez moi. C'est une catastrophe, Ouais, ça c'est fréquent. Et pourtant, ils gagnent bien leur vie, quand ils travaillent bien. Et en fait, c'est qu'ils ne trouvent pas, il y a une question de bras, en fait. Ils ne trouvent pas, le recrutement, il est hyper compliqué. Moi, les gens qui sont chefs dans des restos, et on disait, c'est même pas une question de salaire. C'est ça. C'est que maintenant, on leur donne quand même des jolis salaires. Ils ne veulent pas. Parce que, évidemment, nous, les chefs, on travaille le soir, le week-end. Voilà, donc au moment où les gens sont en loisir. Donc ça, il faut aussi le comprendre. Et ils ne veulent pas. Donc, il y a ça, et puis le sujet aussi, peut-être qu'on parle des plombiers, ce sont des métiers aussi, charpentiers, menuisier, c'est un super métier. C'est des métiers pas faciles, entre guillemets, mais si vous êtes intelligent, passionné, je peux vous garantir que vous allez bien gagner votre vie, et construire changer la vie des gens aussi. Et ça a une satisfaction incroyable. Moi, si je devais changer de métier, c'est ce que je ferais, travailler de bois, le menuisier. Charpentier, je apprendrais à faire quelque chose de mes doigts, et je serais un fou furieux là-dedans. Et je pense qu'on a cette chance-là. Non, mais rendez-vous passionné, Ouais, c'est ce qui se perd à l'heure d'aujourd'hui chez les jeunes et moins jeunes. Et comme tu dis, c'est vrai que les gens n'ont plus la passion de ce qu'ils font. Ouais. Et alors c'est vrai que la passion, c'est toujours compliqué parce qu'on dit il y a des gens qui n'ont pas de passion. C'est difficile de trouver sa passion. Donc d'être obnubilé en disant quelle est ma passion, ça, en général, c'est quelque chose d'assez instinctif et d'assez fluide et qui vient tout seul. Par contre, l'engagement.
Voilà, d'être engagé dans un métier. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu t'engages avec un patron, pour peu que le patron, ce soit un con. Bon, bah voilà, t'as moins envie de donner. Ça, c'est sûr. Mais après, bah, effectivement, quand tu montes ta boîte, voilà, je pense qu'on est tous là à avoir notre boîte. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est autre chose. Enfin, l'engagement, il n'est pas forcément mesurable. C'est énergivore, c'est chronophage, c'est beaucoup de pression. Alors, c'est beaucoup de satisfaction aussi, mais t'en as plein. Moi, je parle pas de moi d'habitude, mais moi, je suis bénévole dans une asso qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Et 100 000 entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui vont dans les écoles. Moi, je suis une ancienne prof, donc j'adore aller dans les écoles. Et en fait, à chaque fois que je viens, je leur pose la question, pourquoi vous voulez être entrepreneur ? Bah, parce que je veux être libre, que je veux gagner beaucoup d'argent et que je veux pas de patron. Voilà. Et là, je passe 2h30 à leur expliquer la vie. Et là, ils veulent plus devenir patron. Et là, au bout de 2 heures, ils font « Ah ouais, en fait, c'est pas du tout ce qu'on s'est imaginé. » Voilà. Je vais trouver un bon patron. Non, mais voilà. Des congés payés. Donc, c'est quand même assez incroyable. Merci. Du coup, Emmanuel, je reprends la main avec toi. Comment arrives-tu à équilibrer, en fait, l'aspect technique, donc dans tes dégustations, l'aspect technique et en même temps l'aspect sensoriel et émotionnel ? Parce que ça va de pair. Ouais, c'est pas simple. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps parce que moi, j'ai toujours eu envie de partager en fait ma passion. Et donc, j'ai été assez rapidement, au bout de 10 ans, j'ai fait les premières formations de dégustation avec les gens. C'est pas simple parce que moi, il y a des vins qui me chamboulent, c'est-à-dire qui me donnent de l'émotion, quoi. Moi, je ne dois plus rire en goûtant des vins chez un vigneron. C'était quelle région ? C'est la Gevrey-Chambertin, avec un Bourgogne, chez Claude Dugas, qui fait, je pense, on peut dire, parmi les plus grands pions noirs au monde. C'est impressionnant. Et en fait, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même, de ses émotions aussi, mais surtout à l'écoute du vin. Parce que le vin, c'est un livre ouvert, il ne peut pas vous mentir. En fait. Ah, c'est ce que j'avais noté. Sa vision, un vin ne ment jamais, c'est un livre ouvert. Ah, t'as lu ça où ? Bah, je sais pas, je l'ai vu. Ouais, je crois que c'est Monsieur ChatGPT qui m'a mis ça. Ah, oui, c'est possible. Et après, Ah oui, c'est important, ChatGPT, il faut utiliser un super assistant. Mais du coup, voilà, tu vois, c'est beau, donc je t'interromps plus. Ouais, là, j'ai pas lu. Non, mais en fait, il faut juste... Dans mon cadre où je fais des cours de dégustation, je fais tout pour que mes élèves soient autonomes. Et pour ça, il faut leur donner la bonne méthode. Et surtout, je dis, mais déjà, un vin, ça se mâche. Et depuis 70 ans, dans les cours de dégustation, on apprend à grumer le vin. Vous savez, à faire ça. Bon, alors, grumer le vin, ouais. Grumer. Et en fait, on aspire de l'air, on fait des petites bulles et les arômes qui explosent. Et en fait, les gens ne savent pas, c'est qu'en faisant ça, ils passent à côté du vin, puisque le vin, il reste en périphérie, en fait. Et surtout, on a les odeurs, les arômes, mais on n'a pas le goût, on n'a pas le toucher. Et moi, j'ai un ami qui est un pantologue, donc quand j'ai dû passer par l'étape dentition, tout ça, mâchoire allongée, tout ça, je suis allé le voir et je dis, écoute, fais-moi une formation sur la physiologie du goût. Et effectivement, sans salive, il n'y a pas de goût. Et en fait, quand on mange, on mastique, avec la traction des mâchoires, et puis la salive qui donne le goût, c'est sans salive, il n'y a pas de goût. Et quand vous prenez un vin, que vous faites ceci, en fait, les gens, mécaniquement, ils n'y arrivent pas, c'est contre nature. Donc, ils disent, ouais, j'arrive pas à le faire. Et en fait, mâchez le vin. Prenez le vin dans la bouche et c'est une danse que vous instaurez avec le vin, à votre rythme, pendant 7-8 secondes, vous prenez le vin, vous mélangez, vous respirez, la bouche est fermée, vous respirez par le nez, et vous allez voir, et là, le vin, waouh, c'est autre chose. Et les mots, en fait, vont sortir un peu plus tardivement. L'important, c'est de ressentir. Puis les mots, après, ils ressortiront à force de pratiquer. Et nous, on est juste là pour les guider, en fait, dans l'appréhension. C'est aller voir un musée des œuvres tout seul, bien c'est sûr. sympa. Et avec un guide, ça prend tout son sens. Exactement. Donc, notre et rôle... tu retiens mieux, d'ailleurs, aussi. Bien sûr. Ouais, c'est capte. Donc, c'est un peu l'idée. Alors, je ne sais pas, encore une fois, si ça répond à la question. Ça répond complètement à la question. J'adore. Mâcher le vin, comme on mâche une viande, quoi. Nous, on fait pareil avec les épices. Bah oui, tu vois. Et pareil, moi, j'enseigne à la Source, une école de cuisine. J'anime des masterclass et j'ai toujours un passage où je leur fais goûter tout à l'aveugle, sans leur préciser ce que c'est. Vraiment goûter et de leur dire, moi, je cherche pas à savoir si vous êtes un bon élève et que vous connaissez toutes les épices. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de votre ressenti, donc le souvenir, au-delà de j'aime pas, une note anisée, qu'est-ce que vous allez trouver d'autre comme note ? Vous êtes apprenti chef, donc vous êtes obligé de décrypter le goût, quoi. Et c'est pareil avec les épices. Je vais lever la main en disant qu'en fait, le goût est très subjectif, évidemment, mais avant toute chose, la dégustation doit toujours être objective. Ça, c'est la clé. D'où le fait d'avoir une connaissance par rapport au produit. Et puis d'où le fait de dire c'est bon ou c'est pas bon, parce que ça aussi, c'est compliqué, c'est comme un plat, en fait. Bien sûr. Moi, j'ai réussi à réconcilier pas mal de chefs sur des épices, sur le principe de
n'aimait pas les notes anisées, ou la cannelle par exemple. Et donc l'idée, ça va être de dire, ok, mais est-ce que tu as déjà goûté toutes les notes anisées? Est-ce que tu as goûté toutes les cannelles? Et essaye de décrypter, de comprendre pourquoi t'aimes pas. Est-ce que tu as un souvenir de trop de spéculoose, donc je sais pas, ou de trop de dessert à la cannelle et ça t'a dégoûté, mais peut-être que dans ce cas-là, va sur une autre variété de cannelle qui est la cannelle verum, qui est plus acidulée. Donc peut-être d'aller chercher d'autres saveurs et d'essayer de décrypter autrement. Et c'est un challenge pour moi, je trouve ça très Les très amusant. masterclass, tu ne le fais que dans des écoles? J'anime des masterclass, alors je le fais oui, que dans des écoles, mais je le fais aussi, je suis de temps en temps intervenante dans des entreprises, pour des équipes recherche et développement ou des entreprises qui souhaitent, sur la semaine du goût, des choses comme ça. Mais je l'ai fait un petit peu pour les particuliers. Mais encore une fois, c'est un format qui est chronophage en termes d'organisation. Trouver le bon nombre de participants sur la bonne date et puis d'animer. Moi, maintenant, j'ai une vie de famille. J'essaye de passer quand même du temps avec ma fille. Et souvent, pour les particuliers, c'est le week-end. Et après 3 ans vraiment où on a travaillé non-stop, je me suis promis de travailler un petit peu moins le week-end pour m'accorder un petit peu plus de temps en famille. Mais donc je le fais un peu moins pour les particuliers. Et je pense que j'ai pas trouvé le bon format pour l'instant. Non, parce que moi, je serais très intéressée, en fait. Eh bien oui, non, mais toi, tu viens quand tu veux à l'atelier. Ouais. Après, j'ai beaucoup de chefs qui viennent à l'atelier pour faire des testings. Et là, pour le coup, chef artisane. J'adore. Il est où ton atelier, du coup? On est à Max d'Ormois. Ah oui, tu me l'as dit. On est pas très loin du marché de l'Olive et c'est fermé. C'est dans un petit immeuble caché. Je viendrai, c'est sûr. Tu es la bienvenue. Alors justement, pour toi, quelles sont les 3 épices, pour toi, subjectivement, dont tu ne peux pas te passer? Ça, c'est très compliqué. Je sais. Tu me demandes de choisir Je te demande de quel choisir. enfant je préfère. Alors, j'ai ramené des petites choses comme ça pourrait... J'ai cru que tu avais ramené ton enfant dans le sac. J'ai eu peur. Non, ma fille est à l'école. Mais j'ai ramené des petites choses. Alors, c'est pas forcément super. toujours mes préférés, mais comme ça vous Mais permet très bien, comme ça on va faire de sentir. la sensorialité en direct. Allez, Allez, je sens le curry korma là. Parce que j'adore. curry korma, ça c'est une de nos toutes premières recettes. C'était un curry qui m'a été inspiré par ma mère. Donc, qui est très doux. Oh là 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 là. qui est très doux, qui a un côté toasté un peu, qui est donné par le feu du grec. Incroyable. Pas mal d'aromates. Ça, c'est vrai qu'une base de curry. Alors, en plus... Je n'aime pas le curry. Ah ouais. Je t'ai réconcilié. Ça sent super bon. Superbe. Ah ouais. En fait, tous les mélanges... Alors, c'est vrai que j'ai mes épices préférées. J'aime beaucoup les mélanges parce que chaque mélange qu'on crée, en fait, tous nos mélanges sont des créations. Ça va être d'avoir un rapport à la cuisine directe. Je veux en fait que mon mélange d'épices, il donne tout de suite envie de cuisiner, ou il a un rappel avec un plat qu'on a envie de faire. Donc ça, par exemple, on est en hiver, c'est vraiment un curry qui appelle le lait de coco, qui appelle une cuisson lente, une marinade, et de travailler aussi la texture. On n'a pas qu'une poudre toute lisse, on aime bien qu'il y ait de la matière, parce que au final, encore une fois, faut se réapproprier le goût des épices, et les épices, c'est pas forcément de la poudre. Donc ça, c'est un curry que j'aime beaucoup et qui est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Les épices fumées, de manière assez... Alors là, le deuxième, c'est la tendance actuelle, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les épices fumées. Chez Nomi, on en a plusieurs. Celle-ci, c'est un sel fumé, qui est un sel qui est fumé à froid, au hêtre, pendant 6 jours, qui est fait par un fumeur de poisson au Danemark. Et je sens, je dis, il est très puissant. Et vraiment, en fait, ce qui est intéressant dans une épice qui est fumée, ce qui va être un peu le marqueur du goût, c'est le bois qui est utilisé. Et là, la technique de travail au hêtre est de le fumer à froid, et ça pendant 6 jours. C'est vraiment la même technique qui est faite sur des poissons fumés, parce que lui, c'est son métier aussi. Mais du coup, je trouve que c'est très intéressant. Ça permet aussi, quand on veut végétaliser sa cuisine, d'avoir ce petit côté trompe-papille qui est intéressant. Alors, c'est une épice... Trompe-papille. Ouais, bah oui. C'est trop beau. Bah oui. C'est trop beau. Paprika fumé, c'est un sacré trompe-papille sur le cochon. On a un pois fumé aussi qui est très intéressant. Le piment chipotle qui va être fumé au bois de pécan, qui va être très sucré, très gourmand, et qui va faire oublier le fait que ça pique un petit peu. Voilà, c'est des épices que je trouve très intéressantes, et les épices fumées, c'est un vrai sujet actuellement. L'autre épice que j'aime beaucoup en ce moment, c'est, alors de manière plus globale, ça va être le sésame. Je trouve que c'est très intéressant. Ça va être le sésame et le détournement du sel. Donc le gomasio. Donc le gomasio, je ne l'ai pas ramené là, mais on est en train de finaliser un furikake aussi,
qui est à base de sésame. Donc un sésame qu'on torréfie nous à l'atelier, qu'on va moudre. Et donc le gomasio, c'est un mélange d'inspiration qui a été créé au Japon. Donc toujours gomasio et sel, dans cette idée de dessaler, d'avoir aussi un usage moindre du sel. C'est un mélange qui est très sain. Et nous, on y a rajouté du piment d'Espelette, parce qu'on travaille avec une très belle famille depuis quasiment le début. Ils sont lancés en même temps que nous. Et donc voilà, on a fait un gomasio piment d'Espelette pour twister un petit peu. Et ça, c'est ce que j'appellerais les épices de finition, qui marchent très bien aussi en ce moment. Ouais, notre piment d'Espelette est vraiment... Moi aussi, je dis mon, mais c'est pas... C'est ton bébé. Tu as beaucoup de bébés. Combien de références ? Plus de 300. D'accord. Sachant qu'il y a les épices brutes et puis après, il y a tous les mélanges. Donc, j'ai envie de te dire à l'infini, parce que maintenant, on travaille aussi sur mesure pour les chefs. Donc, on leur fait des chefs artisans, mais qui ont leur mélange qui leur est destiné, qui sont hors catalogue, qui sont vraiment à la commande de mon Je vais vraiment venir te voir. Mais quand tu veux, vraiment. Mais venez tous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de formation autour des épices, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme, on n'est pas bien nombreux, donc on se réunit pas ensemble pour parler des épices. On est plutôt à se regarder. Je trouve qu'il on n'est pas bien nombreux. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Quand on sait que dans la plupart des écoles de cuisine, c'est toujours que le sel et le poivre. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Marie-Lou. Delphine, quels sont les défis que tu as dû surmonter depuis que tu es dans la sphère de la restauration ? Je dirais, comme beaucoup de femmes, ma légitimité dans ce domaine-là, vu que je ne suis pas du sérail. Mais bon, j'ai passé mon CAP cuisine, donc maintenant, je suis bien légitime là où je suis. Trouver un local pour installer mon labo cuisine plutôt dans mon quartier, vu que j'habite Porte de Bagnolet et avant, je bossais à Boulogne-Billancourt. Me raccourcir le transport, ça m'arrangeait pas mal. Et puis, trouver le matériel professionnel pour aménager mon labo cuisine. Et du coup, faciliter la production. Et faciliter la production. Et bien sûr, un matériel à coût raisonnable, parce que hors de question d'acheter du neuf. Mais alors je sais pas si j'ai une bonne étoile, mais à partir du moment où j'ai pris cette décision de me reconvertir en traiteur, j'ai eu l'impression d'avoir un alignement de planètes. J'ai trouvé facilement, finalement, le local. J'ai eu une discussion avec une copine qui me dit « Ah, mais tiens, pour ton projet, t'as peut-être besoin de matériel, je connais un tel, appelle-le de ma part. » C'est chez lui que j'ai acheté. Et puis après, les défis, c'est que mon cerveau avait dit « Oui, tu peux peut-être faire un buffet pour 50 personnes. » Et puis, j'ai fait pour 150 finalement. Donc, le cerveau... Repousser les limites, en fait. C'est ça, notre cerveau nous met des limites qu'il faut que le cœur étende le plus loin possible. Alors, bien sûr, il y a de la technique et encore une fois, on n'a que 2 bras, 2 mains pour tout faire. Mais malheureusement, les limites nous empêchent d'oser parfois. Et quand... la personne qui m'a demandé, qui est un ami, elle me dit « Tu peux faire le buffet de 150 personnes ?» Oui. J'avais jamais fait. Mais je dis « Oui, de toute façon, je vais m'organiser, je vais le faire. » Et ça l'a fait. Donc, tout est possible. J'ai remonté les manches, non pas jusqu'au coude, mais jusqu'aux épaules. Et puis, jusqu'aux oreilles, même. Jusqu'aux oreilles. On y va, quoi. Exactement. Ok, super. La dernière question sera pour Emmanuel. On dit souvent que, je l'ai improvisé, mais on dit souvent que le vin a du mal à s'accorder avec les épices. Comment ça se passe, tout ça ? C'est vrai. La difficulté, c'est tout les vins rouges, en fait. Le tanin a une propriété, c'est de stopper la salivation. Très momentanément. On revient encore à cette salive. Ben oui. Le tanin va cesser un peu la lubrification pendant une seconde. Ça donne ce côté un peu, comme on dit, râpeux, en fait. Ça sèche un peu. Et c'est vrai qu'avec le poivre, avec les épices, forcément, ça pose problème. Maintenant... Alors, il y a un type de vins qui sont assez faciles à marier à table, qui sont des vins un peu glou-glou, comme on dit, qui sont un peu les vins nature. Les vins glou-glou. Alors, on en pense ce qu'on veut. Moi, c'est pas trop mon truc, mais ce sont des vins qui sont très faciles à boire. Il y a très peu de tanins, qui sont digestes, assez souples. Donc, du coup, ce sont des vins qu'on peut marier beaucoup plus facilement à table. Avec les épices, ça marche plutôt bien. J'ai presque envie de sortir du cadre aussi du vin par rapport aux épices. Outre les vins blancs, un peu demi-secs, avec une belle acidité, avec un petit peu de sucre résiduel qui adoucit un peu l'ensemble, ça peut fonctionner.
Mais j'ai envie de sortir un peu du cadre du vin parce que j'ai envie de parler d'un sommelier qui n'est, entre guillemets, plus sommelier puisqu'il ne boit plus de vin dans l'école depuis quelques années. Et ouais, le sommelier qui est extraordinaire parce que je vais l'inviter. Ouais, il est fabuleux, franchement. Je le connais pas. Hein. Il est génial. En fait, je fais la sélection de vins pour un seul restaurant qui s'appelle Aluma, dans la rue Sainte-Maure. Cuisine, c'est un couple israélien qui font un super travail. Et le sommelier, j'espère le rencontrer parce que, pour le coup, on parle de vin désalcoolisé. Je pense c'est un non-sens absolu. Et parce que c'est transformé, ultra transformé. Puis c'est pas très bon, en plus c'est cher, c'est aussi cher que le vin. Mais lui, ce qui est fabuleux, c'est qu'il crée en fait à partir, je sais pas si parmi vous le connaissez, mais il crée des sortes d'infusions, il fait des macérations d'herbes, de plantes, de produits, même de pain et tout ça, et il crée en fait des boissons extraordinaires et qui vont s'allier remarquablement bien avec des cuisines qui sont très osées. Je pense qu'il y a 30 ans, 35 ans, quand j'ai commencé le métier, il y avait que les produits qui sont ici, là, qui sont très bien sourcés, n'étaient réservés que pour les restaurants étoilés. Et depuis maintenant peut-être 15-20 ans, on voit que les restaurants de coin, les restaurants de quartier, en fait, ont accès à tous les produits aujourd'hui. Et ça a dynamisé la cuisine qui est à Paris. La gastronomie est absolument dingue. Et là, c'est génial de voir c'est un sommelier, quoi. On va pas et qui a créé son propre... C'est pas un concept, mais c'est une vision incroyable et qui tout est relié, interagit, une interaction. Enfin, moi, je suis admiratif de ce qu'il a pu créer. Donc, il vient au mois de mai. Je l'ai rencontré. Génial. Ah ouais, il faudrait lui passer le bonjour de ma part parce que si j'ai pas rencontré ici là, je trouve que c'est sain et du coup par rapport aux épices, avec le vin c'est un peu difficile pour diverses raisons, mais justement peut-être qu'avec d'autres boissons ça peut être sympa. Mais on peut trouver des. Après les épices c'est vaste. Attention. Je parle des épices sur poivre très marqué, évidemment tout ce qui est piment. Mais non, après voilà. Attention, il y a aussi des fruits, des fleurs, des racines. Là, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que c'est souvent notre souci, c'est qu'on met les épices dans une petite case. Voilà, quand la question était, je pense, par rapport au poivre épices, mais évidemment, quand tu parles d'épices, même d'herbes, de travailler comme ça, moi, j'aime bien la cuisine classique, un peu viande, tout ça, mais moi, je ne sais pas trop cuisiner les légumes. Mais j'ai aucun problème à manger les légumes si elles sont assaisonnées comme il faut. Et c'est là que les épices, que les assaisonnements, que les herbes rentrent en ligne de compte pour sublimer, en fait, des goûts et les cuisines. J'ai envie de te dire dans tout, mais... moi, je te dis dans tout, mais effectivement. Non, mais, après, c'est vrai que nous, moi, c'est vraiment un... Moi, c'est quelque chose sur lequel je me bats aussi un petit peu, c'est que souvent, on met les épices dans une case et on englobe un peu tout. On peut se dire qu'une épice, c'est le curry, ou alors une épice, c'est le poivre, mais il y a tellement de choses, en fait, différentes. Et moi, je suis certaine qu'il y a des choses... Alors après, pour moi, ce que je pense, c'est que si tu as des notes épicées dans le vin, ou en tout cas, si tu as déjà une palette aromatique hyper riche, si tu rajoutes une épice qui, elle, est aussi très forte et a aussi sa forte palette aromatique, effectivement, ça fait épicé sur épicé, c'est plus intéressant. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités. Je pense que ça va dépendre. Quand je parle dans les accords mets et vins, c'est le point d'ancrage qui est important. Donc le point d'ancrage, ça peut être une cuisson, ça peut être une texture, ça peut être un herbe, ça peut être une épice. Mais une épice comme tes créations, forcément, englobe plusieurs, comme une recette en fait. Donc forcément, c'est dans cette épice-là, si je sens, qu'est-ce qui est dominant. Et à partir de ce point d'ancrage, je vais créer un accord grâce en fait à ce point d'ancrage. Je prends l'exemple du foie gras qui est fabuleux avec un vieux vin rouge de Bordeaux. Si on met justement du poivre, en l'occurrence. Ou alors du poivre de la Jamaïque, la tonka. Il y a plein de choses, mais moi je parle vraiment du foie gras tonka, j'adore. Alors je parle juste. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Lucas. Je parle juste du coup du poivre parce que c'était il y a 25 ans, c'était à l'époque. Et je disais, mais le poivre crée un point d'ancrage fabuleux en fait entre le foie gras et le vin. On a le fondant en fait du foie gras qui va s'allier avec le fondu des tanins. C'est un accord qui est admirable. Et donc en fait, c'est juste ce point d'ancrage. Et on a une telle diversité à la fois dans les épices et dans les cuisines, dans les recettes. Les chefs de cuisine, en fait, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux sommeliers souvent. Il y a tellement de dimensions que les accords, ça devient un peu difficile. Et c'est pour ça qu'au moment de la création, moi, j'ai jamais travaillé en restaurant, mais au moment de la création, il n'y a pas de réunion bilatérale. J'ai jamais vu ça. D'accord. C'est très très rare. C'est dingue. Bah oui, c'est dingue. C'est pas un travail d'équipe comme on peut l'imaginer. Non, c'est très rare. Dans tous les restaurants que j'ai pu faire, on a fait quand même. Donc en fait, toi, tu as le menu et tu dis ok, je me démerde. On va. J'ai la chance de travailler dans des restaurants comme un Tour d'Argent ou chez La Serre où il y avait des vins qui étaient évolués. Quand sur les vins rouges notamment qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a plus de problème de tanin entre guillemets. Le vin prend une autre dimension et se glisse beaucoup plus facilement sur le plat pour le relever, pour le mettre en valeur. Mais quand aujourd'hui dans les restaurants, on est sur des vins
qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, excessivement jeunes, qui sont très puissants, qui sont... c'est difficile, quoi. Donc, quel est l'outil qu'on a à disposition? Et dans ces restaurants-là, il y en a de moins en moins de restaurants où on a des vins à maturité, quoi. Laissez le temps au temps. Hein. Le vin est un hymne à la lenteur, hein, comme disait Bruno Cognou. Hein. Donc, je pense que la vie, c'est ça aussi, hein, la lenteur. Et les restaurants durent moins longtemps aussi. Ben, et pourquoi est-ce qu'ils durent moins longtemps? Effet de mode. Voilà. Et la mode, c'est pas génial, la mode. Hein. Après pas tous, hein, bien heureusement. Non, heureusement. Je suis contente d'avoir des clients que j'accompagne. Moi, ça fait 7 ans, mais de les voir toujours continuer et toujours aussi bien marcher et se renouveler. Après, c'est la cuisine éphémère dans ce cas-là, qui sont un autre concept qui est intéressant. Mais c'est vrai que je pense que les restaurants qui tiennent, c'est la passion. Pourquoi est-ce que tu vas tenir encore 20, et puis le renouvellement ans, aussi, c'est ce qu'elle disait. C'est ça, renouvellement. La création en permanence, Ah oui. L'inventivité, de ne pas rester sur les acquis parce que ça marche. Quoi. Remise en question. Les gens ont besoin que ça bouge, chef qui bouge pas, de modernité. Quoi. Catastrophe. Ah oui, la cuisine au beurre. C'est bon, la cuisine au beurre. Ça, c'est autre chose. Ça, on peut toujours. Ah oui, toujours. Les pistes et le beurre s'entendent très bien. Bah oui. Bien, alors nous terminons la première session. Deuxième session que je vais enclencher avec un passage. Donc moi, je suis une ancienne prof de lettres. Et donc, j'aime toujours mettre un petit coup de littérature dans ce podcast. Alors, je vous lis un passage d'une œuvre que vous connaissez sûrement. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Ma question est pour vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Et oui, je ne l'ai pas envoyée celle-là. Toujours des surprises. Alors, qui se lance ? Alors, moi, si tu veux, Allez, vous restez dans la volaille. Rapproche-toi. Vous restez dans la volaille. Une de mes volailles préférées, c'est la pintade. D'accord. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Hein. Donc, il y avait les pintades, ils avaient leur basse-cour. Hein. Moi, j'ai grandi là-dedans, de toute façon. Et ma grand-mère faisait une pintade à la cocotte sur le poêle à bois, qu'elle mettait à cuire le matin tout doucement, qu'on mangeait le soir, avec du chou. Chou de choucroute. D'accord. Ah, chou de choucroute. Du chou de choucroute. Ah oui. Ouais, du chou de choucroute. Et ça cuisait tranquillement. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, on fait une recette de rôti de pintade, d'ailleurs, avec du chou de choucroute et de la montbéliarde. Voilà. Et ça reste, parce que c'est fondant. C'est la pintade, ça a quand même une volaille qui a du goût, qui est puissante, voilà. Je dirais, moi, c'est des souvenirs, des choses qui me parlent, c'est des choses comme ça, tu vois. Ah, super. Et c'était où ? Là où j'habite. Moi, en fait, j'ai repris la maison de mes grands-parents. Donc, je vis là où j'ai grandi, moi, en fait. C'est pas une ferme. La ferme était juste à côté. Mais je vis où habitaient mes grands-parents, en fait. D'accord. Donc, près d'Oudan. Oui, c'est ça. Entre Dreux et Évreux. Ok. Voilà. D'accord. Merci. Donc, voilà. Emmanuel ? Je réfléchis depuis tout à l'heure. Alors, qui est les filles ? Vous avez quelque chose ? Ah, Marie-Lou est là. Moi, c'est le chili con carne de ma mère. J'étais toute petite et à l'époque, il y avait vraiment déjà avec mon beau-père ce challenge de le piment. Il se faisait des petites sauces maison pimentées. Il faisait infuser des piments. Alors moi, je goûtais un petit peu, mais j'étais encore un peu jeune, mais j'avais qu'une envie. C'était moi aussi de me challenger, d'avoir ce côté comment on va pimenter le chili. Donc, c'est vraiment un rapport au piment. J'aime beaucoup le chili con carne, j'ai même fait une recette pour le chili con carne, mais c'était plus ce rapport au piment et d'avoir envie de le découvrir encore plus. Donc, je vais avoir 14-15 ans. Super. Delphine ? Ça va pas être très original, mais moi, ça vient aussi de ma maman, de sa petite blanquette de veau. Je sais pas, cette sauce-là qui t'enrobe les papilles, nappante, avec des petits champignons, la viande fondante. Moi, je reprenais de la sauce pour assaisonner mon riz, pour que ça englobe... Enfin, c'est que de la gourmandise, en fait. Donc oui, les mamans, elles ont bien transmis, je crois. Très bien. Donc Emmanuel, on l'a ? Ouais, en fait, je pourrais parler évidemment des recettes de ma mère ou de ma grand-mère. En fait, je vais revenir sur... Ma grand-mère était un potager, on était en Bretagne, donc un peu perdu. Et en fait, elle faisait des soupes aux orties. Alors, le truc, c'est que c'était beaucoup d'eau. Il n'y avait pas beaucoup de goût, quoi. C'était pas génial. Alors, elle mettait des petites
des petites pâtes alphabet. Oui. Bon, et en fait, ça passait quand même pas. Et en fait, j'ai fait donc ça PBP de cuisine. Et quand j'ai fait ça, j'ai eu la révélation de ma vie parce qu'on a dû faire des soupes. Alors moi, j'étais resté sur le souvenir de la soupe vraiment très aqueuse aux orties qui était pas géniale. Et là, on nous apprend à faire la soupe, à se faire suer, tout ça. Et là, je goûte, j'ai mangé 4 assiettes. Et depuis ce jour-là, je fais des soupes tout l'hiver pour manger des légumes, en fait. Et des soupes aux orties ou pas? Non. Il va falloir. Hein. Ah, il paraît que c'est très bon, mais les souvenirs des orties en Bretagne, c'est que les orties, quand les enfants étaient pas sages, c'était... c'est fessé aux orties, hein, c'est ce que disait ma grand-mère. Hein, à l'époque, ça rigolait pas. Hein, c'était dans les années 40, années 50, hein, les années 60. C'était les souvenirs que... Donc oui, c'est la première fois qu'on m'a appris à faire une soupe. Et c'est incroyable, quoi. C'était les 3-4 assiettes, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Donc j'en fais régulièrement. Super, merci à vous. Merci. Deuxième question, quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? Il y en a plusieurs, en fait. Ouais, on est bien d'accord. Beaucoup de gourmandise. Ouais. Les œufs mimosa, c'est un truc de dingue. Ouais. L'œuf maillot, ouais. Ouais, l'œuf maillot, ça. Et la saucisse purée. Truffade. Non, mais... après, moi, les œufs en meurette, c'est incroyable. Alors, quel vin pour la sauce? Un bon vin rouge. Alors, on pourrait dire, oui, évidemment, un vin de Bourgogne. Pour la sauce, hein. Pas pour l'accord. C'est une sorte de bourguignon avec des œufs, des petits lardons. Ouais, j'aurais du mal à mettre un grand vin. Moi, limite, je triche un peu parce que un bon vin, c'est que c'est fait pour être bien bu, quoi. Hein. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un vin pas terrible, des restes de vin que, c'est un peu, entre guillemets, passer un peu au vinaigre, mais je mets un peu de carré de chocolat, histoire d'eux. Alors, s'il y a autre chose comme technique que le chocolat, ou ça peut être une tapenade, un peu de tapenade pour apporter un peu de liant. Très bonne idée. Ça peut être pas mal, mais je pense qu'il y a d'autres idées. Mais c'est vrai que payer 15 € une bouteille de vin, puis la mettre dans la cuisine, j'avoue que... Alors, je t'avouerai que j'ai quand même fait une fois un bourguignon avec la même bouteille de Bourgogne que j'ai dégusté après. Ça n'a quand même rien à voir. Alors effectivement, j'avais mis 2 fois 20 balles, mais franchement, la sauce avec un très très bon vin qui se retrouve après dans le verre, Alors, je suis un peu d'accord avec c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est ça. C'est là, après, il faut maîtriser les cuissons. Mais c'est vrai que je dis, mais quand le vin est trop bon, je dis, c'est toujours difficile. Ouais, c'est ça. Et moi, le problème, c'est que j'ai 700 bouteilles de vin chez moi, mais j'ai rarement. Et t'en as même pas amené une ici. Non, c'est vrai. Non, parce que je me suis dit, je rigole. C'est vrai, on aurait pu, hein, mais alors après, c'est réparti. Parce qu'une, c'est pas assez. Donc, du coup, on arrive à on est 5, hein, donc. S'il y a un caviste à côté, après, là, il peut rester encore à 20h. Ah, mais moi, je sens bien le truc qu'on organise chez Marie-Lou. Moi, je cuisine avec ses épices. On fait la suite. Et toi, t'amènes le vin. Ouais. Et comme ça, tu découvres plein d'épices sur lesquelles on va j'ai accorder des trucs incroyables. J'ai aucun sujet là-dessus. Hein. J'ai aucun doute sur le... mais je te taquine, bien évidemment. C'est très bien. Donc, vous avez tous répondu, grosso modo, là, pour les... Moi, je dirais aussi, c'est un plat plus contemporain, mais le vrai burger, autre que McDo, parce que celui de McDo, voilà. Burger. Mais avec le vrai burger, pain, le vrai pain, de la bonne viande cuite comme il faut, les beaux assaisonnements. Le croque-monsieur. Mais oui. Ah là là. Monsieur. Non, tout la vraie béchamel. La vraie béchamel avec un peu de truffe. Les truffes, le comté. Moi, je le fais au comté, donc comté bien râpé, comté bien affiné. Un bon risotto aux truffes aussi, mais le bon risotto, quoi. Le risotto, c'est dur. Après, il faut avoir une bonne piscine à côté ou un bon stade pour pouvoir faire un petit peu de sport. Voilà, si on enchaîne la truffade, les œufs mimosa, la mayo, et puis la béchamel. C'est pas fit, là. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est la vie. C'est la cuisine française en même temps. Hein. C'est ça. Alors, j'ai 2 dernières questions. Est-ce que vous pouvez compléter la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Et on va commencer avec Delphine. Un plaisir. Faire plaisir. Vous pouvez faire une phrase. Ouais, il y en a qui disent c'est de l'amour. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je te trouve cynique. Non, ça dépend à qui. Oui. C'est ça. Oui, t'aimes pas tous tes clients. C'est ça. Non, mais c'est du partage. Ouais, pour moi, c'est du partage. La transmission, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens beaucoup plus, maintenant, puisque j'ai une petite fille. Je cuisine pour mon mari, mais là, de lui apprendre à découvrir des goûts, elle a 4 ans et demi, découvrir des goûts et l'initier, c'est une vraie transmission, quoi. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion? Là, ça va partir loin, j'ai l'impression. Ouais, là, après, là, c'est... Allez-y, faites-vous plaisir.
La passion, déjà, ça s'invente pas, en fait, pour moi. Tu l'as, tu t'intéresses à ce que tu fais, tu l'as. C'est un engagement, En fait, la passion découle plein de choses derrière. Pour moi, c'est vrai que je suis passionné de ce que je fais, de mon métier, des produits. La définition, c'est vrai que c'est large, c'est super large. Ouais, je dirais l'engagement, en fait. Plus de l'engagement dans la passion. Et ce qui vient tout seul, qui vient naturellement. Parce que quand on est passionné, on a envie d'avancer, d'évoluer, de faire évoluer et de transmettre. Et de le transmettre. Merci, Jérôme. Ouais, pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, pour moi, la passion, quand tu es engagé comme ça, t'as pas la sensation de travailler. On a cette chance-là. Oui. Donc, c'est... Moi, je dis régulièrement à des clients qui me disent « Oh là là, mais vous faites un boulot qui est difficile. » Non, mais je ne travaille pas. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est le cœur. C'est mettre du cœur. Et en fait, c'est avoir la chance d'avoir fait une rencontre de cœur. À un moment donné, ça nous est tombé dessus, en fait. Et donc, on s'engage. À respecter ça. Il y a le contre-pouvoir qui est la raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la passion, il y a moins de raison. Et après, il se trouve l'équilibre entre la raison et la passion. Parce que c'est très philosophique. C'est vrai, hein, mais c'est tellement vrai. C'est comme ça. C'est ça. C'est parce qu'il y a tellement même des personnes qui sont passionnées, qui ont des sociétés, entreprises, mais à un moment, il faut être raisonnable. Et donc, on n'est pas raisonnable, en fait, quand on est passionné, je pense que c'est ça. C'est la curiosité aussi. La curiosité et de se dépasser, d'avoir envie de se dépasser, d'oser des choses qu'on n'aurait pas osé dans d'autres entreprises, dans d'autres projets. C'est de tout tenter, quoi, en fait, quand on est passionné, et de ne pas se mettre de limites et de barrières. Ouais, moi, ce que je dis des fois, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on va se poser. Et ça reprend un peu c'est ce qu'on dit tous. notre plafond de verre qu'on peut... C'est ça. Et c'est la chance qu'on a quand on est passionné. Parce qu'effectivement, c'est pareil, on fait des heures. Alors moi, je suis avec ma femme et ma fille. On me dit « Oh, vous n'avez pas de vie de famille ?» Alors si, on est tout le temps ensemble. Et on s'éclate. Moi, j'ai ma fille qui a 23 ans, qui s'est pris de passion pour le métier. C'est top. C'est trop bien, ça. Je veux dire, moi, ma compagne, maintenant, partout, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance, on a été invité à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ma fille, je l'emmène partout. Maintenant, tout le monde la connaît. Enfin, c'est pas mon nom, c'est en train de devenir son identité. Parce que, voilà, ma fille, elle est grande, machin, elle parle de volaille, commence à en parler comme moi. Et ça interpelle les gens de voir une jeune Comment elle s'appelle, ta fille ? Alexa. Alexa, c'est celle qui nous parle dans nos radios. Oui, mais elle existait avant. Et celle qui parle de la volaille. Mais et effectivement, là, on est en train de créer pour les réseaux Le saviez-vous sur la volaille. Et, c'est ça que j'ai vu. Voilà. Maintenant, elle va même interagir avec moi sur les vidéos parce que puis c'est pareil, elle commence à avoir des choses à dire. C'est ça que je trouve formidable, c'est que quand je vois des fois ma fille, pourtant à la base elle a fait une prépa commerce, machin, bref. Et c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand elle parle aux clients, elle a des choses à dire. Et des fois, je l'écoute parler, je la regarde. Je regarde les clients, je fais rien de plus. C'est beau. Et ouais, voilà. Ouais, et franchement, on a cette transmission. chance-là, nous, de pouvoir travailler en famille. Parce que ma femme n'est pas non plus à la base du métier. Et on s'en fout, ça ça. fait des années qu'elle s'est prise de Moi, je passion. travaille avec mon mari aussi. Ouais, c'est trop bien de travailler en famille. Ouais. Moi, Et d'être c'est tous un passionnés. équilibre, ouais. Et ça, c'est vraiment... c'est top. Nous, par exemple, dans nos vacances, en fait, on part 15 jours en voyage. Après, on se promène dans les élevages. Et des fois, quand je dis ça, même à des copains, ils me disent « Mais attends, qu'est-ce que tu déconnes ?» Mais je déconnecte pas. Mais pourquoi tu veux que je déconnecte de ce qui nous plaît ? Bien sûr. Bah oui. Nous, c'est pareil. Hein. C'est ça. Nous, tous les ans, on fait un voyage. C'est évident qu'on va aller voir des producteurs. Enfin, ça ne nous pose même pas... C'est une évidence. On va aller goûter à la cuisine, on va prendre des cours de cuisine, on va faire tout ce qu'il faut pour tout savoir sur la cuisine où on va, quoi. Et limite, ça draine nos voyages. On va choisir le voyage pas parce qu'on veut goûter une cuisine. Là, on va au Mexique parce qu'on n'a encore jamais eu la chance d'y aller. On va aller découvrir des producteurs de piments et on veut goûter toutes les cuisines qu'on peut goûter au Mexique. Non, c'est une chance qu'on a. C'est une chance qu'on a quand même. Peut-être que la seule limite, c'est de se faire comprendre, en fait. D'accompagner nos clients à dire pourquoi on va aussi loin. Et qu'en fait, la limite, elle est là. C'est-à-dire tant qu'ils comprennent qu'on est suffisamment convaincant
en fait. Parce qu'à un moment, quand on va loin, il faut décrypter. Donc c'est là que le rôle de transmission, justement, expliquer pourquoi on peut aller aussi loin, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Et c'est génial. Et ça, c'est top, quoi. D'avoir des porte-paroles aussi. Enfin, nous, on a beaucoup de porte-paroles, des chefs qui... Oui, des ambassadeurs. Des ambassadeurs, Oui, alors après, c'est plus ou moins. C'est des chefs avec qui on travaille depuis le tout début et qui nous mettent en avant dès qu'ils ont aussi une interview, des choses comme ça. Du chef étoilé à la petite cantine de quartier, hein, ça ne change pas, mais qui vont aussi transmettre, nous, notre vision. Ça, c'est le pari, il est gagné, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont fiers de vos produits. Bah oui. Parce qu'ils sont convaincus. Convaincus. Je prends l'exemple d'une marque de vélo moi j'ai un petit vélo à Paris qui est un vélo pliant, une marque anglaise qui est Brompton. C'est incroyable. Tous les clients, tous les possesseurs de ce vélo sont des ambassadeurs de fou, quoi. La fierté du truc. Donc c'est incroyable quand on a des gens qui vous suivent parce que vous êtes passionnés, quoi. Et dire mais c'est parce que vous avez une vision, en fait. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas avancer. Voilà, ce vélo-là, j'ai rencontré la première fois en 97 quand j'étais au Gavroche à l'époque. Et j'ai vu ce vélo, je me suis dit, c'est quoi ce vélo ? Il y avait 8. J'ai dit, ça fait 25 ans que j'en voulais un. J'ai dit, et puis le confinement, j'en ai réussi à en avoir un comme ça. J'ai dit une folie, mais comme il y avait l'aide d'État, tout ça, et puis que je ne prends plus le métro, en fait, j'ai dit, mais je suis tellement fier de mon truc, quoi. Et t'es ambassadeur. Et je suis ambassadeur. Voilà. Et parce que fier d'avoir, de représenter ce que j'ai pu acheter. Et les chefs sont fiers de tes... ils ont, c'est et de la même manière, tu disais, et voilà, pour nous pareil. aussi, qui sommes créateurs, les clients. En fait, les clients qui le bouche sont à oreille, ambassadeurs et qui disent... voilà. Complètement. On a de la publicité, le bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est le... On a une histoire à raconter avec tes volailles. Moi, j'achète tes volailles et je dis les mecs, c'est un passionné, c'est un fou. Mais c'est moi qui vous fais goûter ça. C'est moi qui vous ai découvert c'est ça. C'est ça. Tiens, regarde ça, c'est génial. Alors, question, ça se conserve bien ces boîtes ou... Ça se conserve. Les poudres, on conseille une conservation de 2 ans et 3 ans pour les graines. D'accord. On a un petit peu de temps. Non, mais tu vois, tu parles des histoires. Moi, je sais que chez mes clients, quand je travaille, j'amène toujours des produits. Et les produits, je raconte les histoires. Et les gens adorent. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est incarné. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, les chefs, on peut être que des robots. C'est-à-dire, on peut être des robots, on transforme, on coupe, on cuit, on réfléchit pas. Et ça nous arrive de l'être quand on fait des gros services. Mais je veux dire, il faut qu'on ait ce supplément d'âme qui fait que... Et le supplément d'âme, c'est aussi toutes les rencontres qui nous ont nourris, enfin moi qui me nourrissent et qui me nourrissent là. Et je vais être obligée de conclure. Je sais qu'on est bien là, mais il faut conclure. Alors, je fais comme d'habitude la conclusion toujours en live, en fonction de ce qui m'a été inspiré. 4 univers, un mélange de tradition et de création, un mélange de curiosité et de persévérance, une passion, un credo, partager et s'émouvoir sans répit. Ce fut l'éloge des sensations, de l'artisanat, du travail manuel et de l'engagement envers les autres et surtout envers soi-même. Je terminerai avec une citation de Charles de Gaulle qui dit, et qui est très bien représentée aujourd'hui, « Entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit, alors oublions nos limites. Ce fut un vrai moment passionnant, sans triche. Continuons à mettre du cœur à l'ouvrage. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Virginie. Merci, Emmanuel. Merci, Virginie. Merci, Marie-Lou. Merci, Virginie. Et merci, Delphine. Merci, Virginie. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.